Élection présidentielle au Mali, le vote se passe ce dimanche. Les jeunes veulent la garantie d'emploi et de sécurité. En Côte d'Ivoire, rebondissement dans le procès de Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité. Son acquittement a été cassé par la Cour suprême. Forum national des jeunes d'Amnesty International du Bénin, la mobilisation pour la promotion des droits humains se renforce. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour soit reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta ou soit élire un de ses 23 concurrents, dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé. Dans ce pays, où moins d'un tiers des plus de 15 ans sont alphabétisés, les jeunes attendent du vainqueur une amélioration de leur quotidien en ce qui concerne la situation sécuritaire et la création d'emplois. Si le nouveau président peut vraiment donner plus de chances aux jeunes et puis de lutter vraiment contre la corruption, je pense que beaucoup de choses iront dans ce pays. Si on peut avoir la paix, ça allait vraiment nous soulager. Parce que quand moi je viens du centre, précisément vers Djenné, pour nous rendre là-bas, maintenant c'est pas facile parce qu'on a les peurs dans nos cœurs. C'est pas facile pour nous. Voilà. Tout ce que moi je souhaite pour les prochains présidents, bon, quand il vient, il essaie d'abord de régler le problème de sécurité. De 90 à maintenant, concrètement, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui a été fourni pour les régions du Nord en termes d'infrastructure, en termes de développement. Donc parmi tous ces candidats-là, moi je ne vois pas vraiment quelqu'un. Je souhaiterais un jeune. Pour permettre la tenue du scrutin sur la plus grande partie du territoire, plus de 30 000 membres des forces de sécurité nationales et étrangères sont mobilisés selon le ministère de la Sécurité intérieure. Dans le Nord, où l'État est peu ou pas présent, les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 participeront également à la sécurisation du vote. La campagne a été marquée par une polémique sur les listes électorales, l'opposition dénonçant un risque de fraude en raison de divergences entre le fichier ayant servi à l'établissement des cartes d'électeurs et celui mis en ligne. Mais le gouvernement assure qu'il n'existe qu'un seul fichier, expliquant les anomalies par un problème de serveur informatique. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août. La Cour suprême d'Abidjan a cassé ce jugement ce vendredi 27 juillet. Déjà condamné en 2015 à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo avait été acquitté lors de son second procès en assise pour cette fois crime contre l'humanité. À l'image de son époux à la Cour pénale internationale, on la soupçonnait d'être à l'origine d'un certain nombre d'épisodes sanglants de la crise post-électorale, comme le bombardement du marché d'Abobo ou le mitraillage des manifestants pro-Ouattara devant la RTI. Mais au terme d'un interminable procès, les jurés ont, semble-t-il, été peu convaincus de l'implication de l'ex-dame de fer de la Côte d'Ivoire au regard de la faiblesse des témoignages et des preuves apportées par l'accusation. L'acquittement prononcé le 28 mars 2017, la partie civile a aussitôt déclaré qu'elle allait se pourvoir en cassation. La Cour suprême lui donna raison sans que l'on ne connaisse pour le moment les motifs de cette décision. Un nouveau procès de Simone Gbagbo pourrait avoir lieu dans les tout prochains mois. La crise au sein de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire est le témoignage de la faillite d'une politique, a estimé l'opposition ivoirienne qui envisage un rapprochement avec le PDCI, l'un des deux grands partis de la coalition. Pascal Affi-N'Guesson a affiché cette volonté lors du congrès du Front populaire ivoirien. Notre tristesse, c'est l'absence remarquable à nos côtés en ce moment particulier de notre lutte du camarade Laurent Gbagbo, fondateur du parti, injustement incarcéré
dans les geôles de la Cour pénale internationale. La douloureuse situation qu'il vit nous peine et je voudrais que vous transmettiez au président Henri Konan Bédié toute notre affection, mais aussi tout notre soutien et toute notre disponibilité pour sauver la Côte d'Ivoire ensemble. L'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'instrument des vainqueurs du 11 avril 2011. L'État de Côte d'Ivoire n'est plus le garant des libertés, de la justice, de la sécurité et de la propriété, mais un instrument de domination, d'exclusion et d'exploitation du peuple par le clan au pouvoir. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI d'Henri Konan Bédié et le Rassemblement des Républicains RDA du président Alassane Ouattara, qui dirige le pays depuis 2011, sont à couteau tiré à cause du lancement du grand parti unifié voulu par le chef de l'État. Le PDCI refuse de rejoindre ce parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui n'était jusqu'à présent qu'une alliance électorale formée depuis 2005. Ce n'est pas encore la paix, mais on s'en rapproche. L'accord provisoire prévoit une transition de 36 mois. Pendant ce temps, Salva Kiir restera à la tête du Soudan du Sud. Son principal adversaire, Riek Machar, quittera son exil sud-africain pour reprendre son poste de premier vice-président qu'il avait quitté lors de sa fuite du pays il y a 2 ans. Dans le détail, pouvoir et opposition se sont entendus sur un partage millimétré des postes clés. Un gouvernement de transition de 35 ministres sera chargé d'appliquer l'accord. Salva Kiir obtiendra 20 ministres, Riek Machar 9. Les autres partis d'opposition se partageront les 6 portefeuilles restants. Une nouvelle assemblée de 550 membres verra le jour avec 332 pour le pouvoir, 128 pour le camp Machar et 90 pour les autres. C'est une grande réussite. Nous avons apporté la paix au peuple. Nous travaillerons dur pour que l'accord soit appliqué à la lettre, a réagi le porte-parole du gouvernement, Michael Makwe. 2 bémols, toutefois, les partis ne sont pas encore entendus sur le partage des postes au niveau local et plusieurs mouvements d'opposition ont refusé de signer l'accord. Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Diadiri Ahmed, a promis que les négociations continueraient jusqu'à un test final dont la signature est déjà prévue le 5 août prochain. Dans le triangle frontalier du sud libyen, les trafiquants de produits illégaux se déplacent en bandes lourdement armées et font toutes sortes de trafics. Le sud libyen est devenu, surtout depuis 2011, une base arrière de tous les trafiquants et bandits qui s'activent dans le Grand Sahara en traversant les frontières sans qu'ils ne soient inquiétés. Des accrochages très violents ont eu lieu ces derniers mois entre des groupuscules armés et l'armée régulière dans le sud libyen, tout comme au nord du Tchad et au sud du Niger. Ces groupuscules agissent dans ces zones à partir du sud libyen. Assez souvent, les intérêts de ce grand banditisme rejoignent ceux des djihadistes. Ils traversent les mêmes routes entre la Libye et les pays voisins. Le sud libyen constitue également la base arrière des rebelles tchadiens qui y possèdent des camps d'entraînement. Beaucoup de rebelles se recyclent dans le trafic ou se transforment en mercenaires. Les autorités libyennes à Tripoli affirment qu'il existe 18 000 mercenaires tchadiens dans les rangs des factions libyennes opposées. Les autorités de l'Est ont déclaré avoir recensé 1000 Tchadiens dans les forces qui ont attaqué le croissant pétrolier le mois dernier. Autant de raisons qui exigent une réponse commune des autorités de la Libye, du Niger, du Tchad et du Soudan à leurs frontières. Un accord en 4 phases a été trouvé entre ces 4 pays pour relever l'énorme défi sécuritaire que pose le sud libyen. La 4e et dernière phase sera signée le mois prochain à Khartoum. À travers ce Forum national des jeunes, Amnesty International Bénin entend aider les jeunes à mener des réflexions et à élaborer une stratégie nationale pour accroître le militantisme au sein de la section Bénin.
Ainsi, il s'agira d'élaborer un cadre stratégique de contribution de la jeunesse d'Amnesty International à l'objectif de croissance et à la vision 2020. Ce forum des jeunes est très important parce que ça faisait 4 ans qu'Amnesty n'avait pas pu réunir ces jeunes et c'est l'opportunité vraiment de leur présenter les opportunités du mouvement et de s'assurer que toutes les décisions, que tout ce que nous faisons en tant qu'Amnesty soit basé sur les priorités même des jeunes de tout le pays. Assez sur le thème défis, rôles et implications de la jeunesse, cette rencontre périodique regroupe les jeunes militants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo autour de l'activisme et de la lutte pour le respect des droits humains. 50 jeunes prennent part à ce forum, dont 20 qui viennent du Bénin. On a deux du Togo, une délégation de la Côte d'Ivoire et une délégation du Burkina Faso. C'est vraiment un honneur d'être là. Comme vous le savez, Amnesty c'est un mouvement mondial, donc il y a cette diversité-là. Donc le fait d'être là, ça nous permettra de partager notre expérience avec nos frères béninois, également de tirer profit aussi de ceux qui vivent ici et de leurs expériences afin d'améliorer notre travail une fois de retour chez nous. Ce Forum national des jeunes d'Amnesty International Bénin vise également à capitaliser leur ardeur pour l'atteinte des objectifs de la section béninoise d'Amnesty International. La polémique enflait vendredi en Grèce sur les fautes ayant conduit à la mort de 82 personnes dans l'incendie qui a ravagé lundi la région d'Athènes. En effet, le gouvernement grec a annoncé jeudi soir avoir saisi la justice d'un élément sérieux pouvant indiquer que l'incendie qui a ravagé la côte orientale de l'Attique était d'origine criminelle. Quant à l'opposition, elle accuse le gouvernement de vouloir se dédouaner en invoquant une possible origine criminelle du sinistre. Si c'était un incendie criminel, j'espère vraiment que l'auteur sera retrouvé et mis en prison. Je l'espère vraiment. Et s'il y en a plus d'un, j'espère qu'ils partiront tous. Je ne pense pas que ce soit criminel. Peut-être à Kalitekinopoli. On ne sait jamais. Nous ne saurons pas si on ne trouve pas la personne qui a fait ça. On ne saura pas. Parallèlement, la difficile identification de victimes au moyen d'analyse d'ADN se poursuivait vendredi. La mise en cause de la promotion immobilière sauvage, plus ou moins légalisée a posteriori, et du non-respect généralisé des normes d'aménagement du territoire pour cause d'indiscipline citoyenne et de complaisance officielle est un exercice récurrent en Grèce après chaque catastrophe. De fortes pluies de mousson ont pilonné l'état de Karen et la région de Bago en Birmanie ces derniers jours. Le phénomène ne donne aucun signe de ralentissement, faisant craindre que le pire ne soit encore à venir. Des rues s'étaient transformées en rivières, tandis que de nombreuses personnes étaient forcées à s'échapper à pied à travers des eaux profondes. De vastes étendues de terre environnantes ont été submergées. Pour secourir les sinistrés, 11 camps temporaires ont été installés autour de la ville. D'après le chef de la police de l'État de Karen, environ 16 000 personnes ont été déplacées dans 8 municipalités de l'État de Karen. Jusqu'à vendredi, aucune victime n'avait été signalée. Comme ses voisins, le Myanmar fait face à de graves inondations chaque année et au changement climatique dans le monde. Quelques 138 000 personnes ont été tuées en 2008 lorsque le cyclone Nargis a dévasté de vastes étendues de la côte du Myanmar.